Bonjour tout le monde. Donc, je vous invite à la deuxième dernière session d'aujourd'hui que j'ai l'honneur de modérer. Alors la séance est intitulée Voyage, littérature et conscientisation. Donc nous allons continuer ce beau voyage dans l'espace et dans le temps, tout en étant sédentaire. Alors, sans trop tarder, par contre, je tiens à préciser que M. Coulibaly n'est pas là, donc nous serons 5 intervenants. Je donne la parole à Hicham Boularsoumi de la faculté, donc enseignant doctorant à la faculté des lettres et sciences humaines, Mohamed Ier de Oujda, qui nous parlera de l'engagement éco-poétique dans l'écriture du voyage de Jean-Marie Gustave Leclésio. À vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, chers auditoires. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation, le comité scientifique et plus particulièrement Madame Touine Samira pour, bien sûr, ses efforts louables. Donc, le titre de ma communication est le suivant: l'éco-poétique, ou bien l'engagement éco-poétique dans l'écriture du voyage de Jean-Marie Gustave Leclésio. L'engagement, c'est entre guillemets. Jean-Marie Gustave Leclésio est un écrivain qui ne tient pas en place. Il est surnommé le nomade, le passeur d'art et de culture, le citoyen du monde et le poète cosmique dont la fascination pour la nature meut sa plume écologique. À partir d'une vision éco-poétique, l'écrivain lève par le biais du voyage les amarres et les entraves du monde moderne. En fait, le socle de l'écriture leclésienne est triadique: voyage, nature et altérité. À travers les rémiges immuables de cette écriture itinérante, il agence une subtile conscientisation à la question de la place de la nature dans la vie de l'homme, en l'occurrence moderne. Notre contribution traitera cette dimension triple tout en répondant aux questions suivantes. Comment le voyage chez Leclésio se convertit en un ressourcement écologique? Comment cette écriture éco-poétique à double dimension, fictive et fictive, remettrait en question le rapport du lecteur à la nature? Pour ce faire, nous nous intéresserons à 4 voyages interdépendants. D'une part, le roman Désert et son complément, le récit de voyage Jean des Nuages. D'autre part, le roman Le Chercheur d'or et son pendant autobiographique Voyage à Rodrigue. Donc notre plan aborde 4 points essentiels. Premier point, l'écocentrisme face à l'égocentrisme. Deuxième point, le périple éco-fictionnel. Troisième point, la factualité du voyage éco-poétique. Quatrième point, la finalité du voyage ou le contrat naturel. Je commence, bien sûr, par le premier point, l'écocentrisme face à l'égocentrisme dans Désert. Désert est un roman racontant l'histoire de la reviviscence au sein de la nature. Leclésio agence une dichotomie manifeste entre le premier chapitre intitulé Bonheur, décrivant la vie enchanteresse du désert, et le deuxième chapitre intitulé La vie chez les esclaves, relatant l'émigration du personnage à Marseille. Donc, avant le voyage migratoire, d'emblée, l'auteur réhabilite la nature à travers les sensations de la jeune Lella. Elle s'appelle Lella, je suis marocaine, qui se délectait de la vie dans le désert marocain. Cette jeune s'immergeait dans une harmonie osmotique avec les éléments naturels. Elle s'avère respectueuse de la moindre vie naturelle qui l'entoure. Elle aime les guêpes qui viennent boire sur sa peau sa transpiration salée sans que Lalla les effraie. Lalla se range auprès de ceux qui préservent la nature et le bien-être des animaux, au point de classer la conduite des personnes en 2 catégories. La conduite qui nuit à la nature et celle qui en est amie. Du coup, Lalla apprécie beaucoup un enfant mal aimé par son entourage
mais qui ne tue pas les guêpes. Par contre, il les repose délicatement par terre et les laisse s'envoler. Le Clésieux érige le monde naturel en un monde affranchi du mal. Il prête une attention particulière au recueillement sensoriel du bout de son monde que décrit Jean Onymus, un spécialiste ecclésien, je cite, comme un signe de présence active de vie pour l'ecclésion. Ainsi, la nature est présentée comme un complice de l'Allah. Je cite, la mouette blanche comparée à un prince de la mer vient voler auprès de l'Allah, comme si elle l'avait reconnu. Fin de citation. Le voyage migratoire. À l'opposé du paysage osmotique du désert, le voyage de l'Allah en ville révèle un monde artificiel et désenchanté. D'emblée, au port de Tanger, à bord d'un bateau menant vers la ville de Marseille, l'Allah ressent la chaleur écœurante de la cale, l'odeur du mazout, les trépidations du moteur. Ce malaise est renforcé par un autre malaise d'ordre naturel. Je cite, les mouettes en colère crient et piaillent. Elles sont grisailles. Elles ne ressemblent pas du tout au prince de la mer comme avant. Fin de citation. À travers ce contraste, le Clésio met en cause l'intervention de l'homme, son détrônement et sa pollution de la nature. La ville moderne est un foyer de cette vision dichotomique. Le Clésio confronte l'espace artificiel du jardin à l'espace naturel de la forêt. Je cite. Alors que les citadins sont endormis, l'herbe ne va pouvoir pousser dans les fissures de la chaussée. Oui. Les jardins vont redevenir comme des forêts. Les oiseaux vont pouvoir aller partout sans crainte, comme avant qu'il n'y eût des hommes. De surcroît, face à la ville dévorante, les animaux naturels se surimposent, comme une alternative devant les villes sans espoir, les villes d'abîmes, les villes de mendiants et de prostituées. Le protagoniste se détourne de cet espace hostile pour se ressourcer en pensée dans la nature. Je cite, il y a une étendue vivante de sable et de sel, des vagues et des dunes, du sentier à chèvre. Bien sûr, le personnage de l'Allah qui est en ville, il revient en pensée bien sûr vers l'autre espace naturel dans une vision bien sûr écologique. Donc selon Jean Onymus, le Clésio tente d'aiguiser activement l'essence ternie du lecteur par la vie moderne, en donnant à respirer ce qu'on avait cessé de remarquer, bien sûr pour l'homme moderne. Donc on conclut que le Clésio fait ressentir à son lecteur un écocentrisme détenteur d'une vie de bonheur intense. Le deuxième point, le périple éco-fictionnel. Dans le roman Le Chercheur d'or, l'écriture s'enfonce davantage dans la perspective éco-poétique. À travers un périple interinsulaire pour la recherche d'un trésor d'or, bien sûr qui se convertit en une quête d'un monde naturel harmonieux, donc grâce à la lecture des livres de voyage. À 17 ans, le personnage navigue la mer de île en île pour atteindre un paradis terrestre. Or, le périple dévoile un souci écologique. Le personnage se révolte contre une intervention parasitaire car les hommes étaient venus pour tuer cruellement des animaux. Donc, l'indignation inverse les images. La férocité devient une caractéristique de l'homme, tandis que l'animal en est, en devient la victime. Je cite, le timonier lance le harpon qui traverse la tortue en crissant la carapace, et le sang jaillit avec un cri sauvage. Les mains ruisselantes de sang dans cette boucherie, j'ai hâte de fuir cette île souillée de sang. Fin de citation. Sur une autre île, l'homme devient également un parasite perturbant la vie des poissons. Le personnage s'abstient de voir le sang des gros poissons empourprer bien sûr l'eau. Donc Jean Onymus pense cette dimension comme suit. Je cite, le chercheur d'or, le roman c'est-à-dire, acquiert une dimension écologique. Fin de citation. Donc le personnage reprend son cycle de voyage, cette fois vers une terre de guerre. Ce voyage dans l'enfer confronte à nouveau la douceur de la nature à la férocité de l'homme moderne. Je cite, le soir, sur les rives du fleuve,
Les hommes du contingent construisent les barrages de fils de fer barbelés, les miradors, les plateformes pour les canons. Mais la nuit, on peut oublier qu'il y a la guerre grâce à la douceur des chants des crapauds. Donc le chant des crapauds réhabilite un paysage offensé par le jeu de la mort auquel se livre l'homme. Ce modeste chant fait contraste avec le bruit du canon. Donc, troisième point, la factualité du voyage éco-poétique. Et là, on va passer bien sûr à un journal de voyage. Donc, Voyage à Rodrigue, le titre bien sûr de ce journal de voyage. Donc, ce journal d'un voyage effectif est explicitement assumé par le Clésio. Cette destination vers l'île Maurice, en Afrique, Sud-Afrique, d'accord, confirme la dimension autobiographique du roman Le Chercheur d'or. Je cite, le roman du chercheur d'or, le seul récit autobiographique. Fin de citation. Ainsi, la quête du monde naturel est un rêve alternant entre fiction et réalité. Donc, Voyage à Rodrigue est incontestablement un voyage pour la concrétisation du monde, ou bien du rêve d'un monde pacifique. Je cite, l'homme est rare, bien sûr, sur cette île. L'homme est rare, et pour cela amical. Un monde sans venin. La pauvreté aussi, non pas celle de la ville misérable. Fin de citation. Donc le trésor dans cette recherche effective n'est que le monde harmonieux de la nature. Je cite. Ce n'est pas la réalité du trésor, mais un autre trésor, l'harmonie du monde. Donc, fin de citation. Un monde où l'homme, ou bien un monde où homme et nature s'harmonisent, voire s'échangent leurs positions. Je cite. Ce sont les porcs et les cabris, les animaux, qui habitent vraiment ce pays. Les maisons des hommes sont accrochées aux pentes et disséminées. Fin de citation. Donc, par ailleurs, l'intervention hostile de l'homme moderne est toujours désignée comme cause du déséquilibre de l'écosystème. Je cite, l'île autrefois était couverte de forêts. Ce sont les hommes, sans doute, qui l'ont transformée en un désert. Oui. Donc, les pêcheurs de baleines américaines, les installateurs des bases nucléaires américaines. Le Clésio dénonce également la passivité des gens qui normalisent la présence des armes de destruction massive. Je cite, l'on prépare déjà la guerre nucléaire et le monde entier trouve cela normal. Donc, fin de citation. Je passe à un autre écrit ou bien récit autobiographique, c'est Jean des Nuages, ou le voyage, bien sûr, d'Alliance. Donc, dans ce récit de voyage, Jean des Nuages, Jean-Marie Gustave Le Clésio, avec son épouse d'origine marocaine, Gémia Le Clésio, donc, oui, Gémia Le Clésio, relate, à l'instar du roman Désert, leur voyage au désert marocain. Pour ce peuple, pour ce couple, c'est un voyage vers les origines, naturelles d'abord et humaines. Le désert prend la dimension d'un vrai microcosme, naturel et humain. Donc l'écrivain voyageur érige plus particulièrement la vallée de la Saguenay en tant que creuset identitaire et source de vie. Je cite. Elle est le creuset qui unifie, le lieu de survie des peuples nomades qui sans elle n'auraient aucune identité. Fin de citation. L'esprit éco-poétique dont fait preuve l'écrivain envers la vallée marque sa révolte contre l'action de l'homme moderne. Je cite, la tranchée a été creusée au bulldozer, elle est laide, rectiligne, immobile, bouilleuse. Il y a quelque chose d'obscène dans cette blessure de la terre, alors que tout alentour est admirable. Par ailleurs, le trésor du chercheur d'or et de Voyage à Rodrigue trouve son écho dans ce récit. Je cite, le trésor s'est éparpillé comme le sable. Il est dans l'ombre des ravins, sur les arbustes, au creux des dunes, dans la mémoire des pierres, la mémoire des plantes, la mémoire du ciel et du vent. Donc, la vie des nomades au sein de la nature séduit le Clésio, qui s'apparente à leur identité grâce à son alliance à sa femme Gémia. Michel Onfray, dans Théorie du voyage, traduit ce principe du voyage d'ouverture comme suit.
Je cite, voyager suppose moins l'esprit missionnaire, nationaliste et eurocentré et étroit que la volonté décentrée et ouverte. Donc je passe au dernier point, la finalité du voyage ou le contrat naturel. Donc le voyage de l'Allah en ville, dans désert, s'achève sur le retour du protagoniste à son milieu naturel. Elle se ressource auprès des éléments naturels en accouchant au pied d'un arbre matriciel. Je cite, l'Allah creuse avec ses mains dans le sable, près des racines du figuier, et elle enterre le placenta, bien sûr de son bébé. Fin de citation. Le voyage donne accès à une régénération, à une renaissance, après le voyage et le retour, bien sûr, de ce voyage. Donc, à la fin du Chercheur d'or, bien sûr, c'est un deuxième roman, après avoir découvert le trésor de la nature, Alexis, le personnage, bien sûr, se réfugie au seuil de Mananava, une île, bien sûr, de rêve. La terre vierge, où l'arbre tient le monde au loin par la force de ses branches. Fin de citation. Mais cet arbre sera déraciné par les hommes qui déterrent, lui, ses souches à coups de hache. Donc le roman se clôt sur un autre voyage dans l'espoir de découvrir une autre nature, cette fois immaculée. Donc, il y a un périple incessant pour la recherche et bien la concrétisation de ce rêve écologique, éco-poétique. Donc, dans Voyage à Rodrigue, le journal bien sûr, la quête du trésor se greffe au bref ressourcement dans la nature. Le clésio quittant l'île ne peut dissimuler son souci. Je cite, bien sûr, ça c'est à la fin, l'épilogue de chaque ouvrage. Le ravin ne sera bientôt qu'une cicatrice. L'arbre ne résistera pas au prochain cyclone. Fin de citation. L'arbre déraciné dans le Chercheur d'or trouve son écho dans l'épilogue de ce journal de voyage. Il y a bien sûr la confirmation de la fiction, bien sûr, à un différent degré. Donc, dans Jean des Nuages, bien sûr le récit de voyage, la fin est marquée par un enseignement écologique octroyé par les gens du désert. Bien sûr, les gens qui cherchent la pluie partout, qui se déplacent pour en quête de la pluie. Écologiste octroyé par les gens du désert qui résistent à une civilisation déconnectée des cadences naturelles. Donc je cite, 2. Nous avons reçu un bien précieux. Ils vivent en contact avec le monde actuel, moderne, mais c'est au désert qu'ils reviennent toujours. Fin de citation. Ensemble, ce voyage au désert est un ressourcement dans une terre d'espérance. Bien sûr, c'est le dernier écrit, le dernier texte que j'ai abordé, c'est en 1997, et les autres, bien sûr, sont antérieurs. D'accord, fin de citation. Donc, ensemble, ce voyage au désert est un ressourcement dans une terre d'espérance. Donc, à travers cet épilogue, ou bien à travers chaque épilogue, l'écrivain appelle au réenracinement dans une terre patrie, selon bien sûr les termes d'Edgar Morin, dans l'ouvrage Terre, Patrie. C'est un ouvrage écologiste, bien sûr. Donc, en outre, le Clésio oppose le statut de symbiose osmotique, bien sûr, avec la nature, l'osmose avec la nature, entre la nature et l'homme, au statut de parasitivisme. Donc, l'homme comme parasite qui dérange, qui perturbe, qui nuit à la nature. Bien sûr, ça, c'est dans le contrat, bien sûr, c'est la citation, c'est à partir du contrat naturel de Michel Serres. C'est un écologiste français très célèbre. Donc, en conclusion, dans l'écriture itinérante de Jean-Marie Gustave Le Clésio, le voyage permet de revisiter la nature pour la réhabiliter et même la réhabiter. Donc, son engagement écologique n'est plus un militantisme structurel. C'est une poétique écologique où la délectation de la nature et son idéalisation l'emportent jusqu'à l'utopie. La conscientisation écologique du lecteur se fait en profondeur à travers le recours interstitiel à la poétique de la nature. L'écriture voyageuse de Le Clésio est un chant, le fait de chanter, un chant
éco-poétique qui l'emporte sur tout bilan éco-critique détaché du rêve de la nature. Merci de votre attention. Merci M. Boularsouni d'avoir présenté une thématique fort importante de l'écriture du voyage de Leflézou, donc où cohabitent différents espaces, différents auteurs, un voyage, donc le voyage dans sa dimension écologique. Et sans plus tarder, on va voyager encore avec mon collègue Mohamed Simlani, qui est prof habilité à la faculté des lettres et des sciences humaines de PSFES, du laboratoire LARES, qui parlera de, alors le titre de votre communication est Le voyage au Congo de Gide et de Marc Allégret, l'intellectuel dans la colonie. Je vous donne la parole. Merci. Merci, chers collègues. Donc, comme on vient de l'annoncer, je vais travailler sur... je remercie d'abord le comité d'organisation, Mme Semeratoué, M. Mehdahda, tous les collègues de la faculté de Meknes, ainsi que les étudiants, les intervenants. Donc, je vais travailler sur 3 textes. Le voyage au Congo de Gide, et sa suite, Le retour du Tchad, et sur un film documentaire, Scène de la vie indigène en Afrique équatoriale, qui a été tourné par Marc Allégret, qui accompagnait en fait Gide pendant le voyage. Donc le voyage au Congo, entrepris en 1925 par André Gide et par Marc Allégret, est l'exemple typique du voyage qui entraîne une prise de conscience du voyageur. Il amène à défendre une position morale. En France, qui était à l'époque une puissance coloniale conséquente, puisqu'il gouvernait presque la moitié de l'Afrique, la plupart des citoyens et beaucoup d'intellectuels français croyaient aux vertus civilisatrices de la colonisation, qui est censée apporter le progrès et les avantages de la vie moderne aux peuples primitifs, à des sauvages qui pratiquent encore le cannibalisme et vivent comme des animaux. Gide, qui effectuait là son premier voyage en Afrique subsaharienne, avait 56 ans au début de cette aventure et avait déjà une certaine autorité littéraire, mais il avait aussi ses propres illusions. Il voyait surtout en Afrique un continent plein de possibilités qui offre aux voyageurs une bonne part de mystère et ravive le désir d'aventure. Lorsqu'on lui pose la question « Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas ?» il répond, dans le voyage au Congo, « J'attends d'être là-bas pour le savoir », soulignant que lui et Marc voulaient faire l'expérience de ce qu'il appelle l'étonnement du voyageur. Comme tous les voyageurs européens qui arrivaient avec leurs idées préconçues et leurs fantasmes, les 2 voyageurs s'attendaient à retrouver au cœur du Congo une sorte d'Eldorado, d'essence, quelque chose de nouveau qui les éblouirait. Pourtant, en arrivant en Afrique équatoriale, Gide avait l'impression que son contact avec le pays reste encore superficiel. Il a beau être un touriste, il espérait découvrir l'âme du continent, pénétrer au cœur des ténèbres, comme le héros de Conrad, qui le livre constituait d'ailleurs son livre de chevet pendant ce voyage. Conrad qui a effectué le même voyage, la même remontée du fleuve Congo quelques années auparavant. L'une des premières prises de conscience de Gide durant cette aventure est que le voyage authentique ne dépend pas du déplacement géographique. Alors qu'il était déjà au cœur de l'Afrique, Gide remarque que son voyage n'avait pas encore commencé. Nous ne cessons pas, écrit-il, de sentir que ce n'est là que le prologue d'un voyage qui ne commencera vraiment que lorsque nous pourrons prendre plus directement contact avec le pays. Ce n'est que le 4e chapitre de son journal, Le voyage au Congo, au moment où l'expédition s'apprêtait à quitter Bangui pour s'enfoncer dans la forêt tropicale, qu'il a finalement le sentiment que le vrai voyage va enfin avoir lieu. En arrivant à Ngoto, c'est-à-dire au terminus de la route carrossable, Gide note simplement « c'est ici que va commencer vraiment le voyage ». Mais qu'est-ce que le vrai voyage ? Dans la conception de Gide, un voyage authentique suppose un contact immédiat avec le pays profond.
et implique la capacité de quitter les sentiers battus pour, si vous voulez, les sentiers battus, les routes carrossables ou même les routes navigables, le fleuve, entre autres, pour s'enfoncer dans l'inconnu de l'arrière-pays en empruntant les chemins incertains de la savane ou de la jungle. C'est seulement à ces conditions que le voyage devient aventure. Ce que nous voulons, écrit Gide, c'est précisément quitter les routes usuelles, c'est voir ce que l'on ne voit pas d'ordinaire, c'est pénétrer profondément, intimement dans le pays. À la lumière de cette conception du voyage, la déception de Gide lors des premières étapes de son périple devient compréhensible. À son arrivée sur le continent, il a le sentiment que l'Afrique qui s'offre à lui a quelque chose de frelaté. Lorsqu'il débarque en face de Conakry, il ne cache pas son enthousiasme. Tout ici, dit-il, me semble promettre le bonheur, la volupté, l'oubli. Mais cette sensation de bien-être ne dure pas longtemps. L'impression utopique de la surprise du premier contact s'évanouit rapidement, laissant subsister chez le voyageur un sentiment d'inassouvissement, de frustration. Les premières villes africaines visitées renforcent cette impression de frustration. Au cours d'une escale à Dakar, la ville est décrite comme un lieu morne, vulgaire. On ne peut imaginer rien de moins exotique, de plus laid, remarque Gide. Le même désenchantement se produit à Libreville. Si la ville est d'abord présentée comme un pays enchanteur, où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, le port est aussitôt décrit comme une sorte de dépotoir qui reçoit les conserves avariées de l'Europe. À l'embouchure du Congo, Brazzaville et Kinshasa, les deux villes qui se trouvent sur les deux côtes du fleuve Congo, donc ces deux villes jumelles qui distinguent le Congo français du Congo belge, ne sont pas mieux loties. Kinshasa est décrite comme une ville hideuse qui abrite une activité intense. Brazzaville, au contraire, est presque déserte. Le charme indolent qu'il doit uniquement à sa position géographique s'évanouit brusquement, cédant la place à une forte déception. Passé la première surprise, note Gide, je ne trouve plus aucun plaisir à parler de ce que déjà je voudrais quitter, cette vie. À la fin du premier chapitre, le voyageur a déjà les yeux rivés sur l'arrière-pays. Ces villes de la côte n'ont pas beaucoup de choses à lui offrir. Brazzaville, écrit-il, ne nous offre plus rien de neuf, nous avons hâte d'aller plus loin. Les premières déceptions de Gide ne sont pas uniquement dues à l'absence de nouveautés ou à la hideur des lieux, il met aussi en cause la présence d'un écran culturel qui l'empêche en tant que voyageur occidental d'établir un contact immédiat avec le pays. En tant qu'intellectuel, Gide ne peut pas se contenter de traverser le pays. Le voyage devient le lieu d'une réflexion sur l'altérité, sur la moralité de la colonisation. Gide s'intéresse aux conditions de vie des indigènes, ce qui donne aussitôt à son voyage une finalité, un sens. C'est lui-même qui tient à le souligner dans une note du premier chapitre, je cite, « Je ne pouvais prévoir que ces questions sociales angoissantes que je ne faisais qu'entrevoir de nos rapports avec les indigènes m'occuperont bientôt jusqu'à devenir le principal intérêt de mon voyage, et que je trouverai dans leur étude ma raison d'être dans ce pays. Ce qu'en face d'elle, je sentais alors, c'est surtout mon incompétence, mais j'allais m'instruisant. » Dès l'instant où Gide commence à s'intéresser à la condition sociale des indigènes, à la misère de leur vie quotidienne et à leurs pratiques culturelles, en critiquant les dysfonctionnements de l'administration coloniale, son rôle change. Il n'est plus un simple touriste qui ne songe qu'à son confort personnel, à s'extasier devant les beaux paysages et les papillons, en restant complètement indifférent aux hommes qui habitent le Congo. Il devient un voyageur responsable et se sent investi d'une mission. Il est conscient qu'il a un rôle à jouer, qu'il doit apporter une plus-value au pays qu'il visite. En un mot, qu'il peut être utile. Cette prise de conscience se précise au moment où il découvre la brutalité du gouverneur Pacha et les pratiques inhumaines de la compagnie forestière. En acceptant la mission qui me fut confiée, dit-il, je ne savais pas tout d'abord à quoi je m'engageais, quel pourrait être mon rôle et en quoi je serais utile. À présent, je le sais et je commence à croire que je ne serai pas venu en vain. La question de l'engagement, de l'utilité du voyage témoigne de la dimension intellectuelle de ce voyage. Or, un intellectuel, au sens large du terme, est un être qui ne se départit jamais
de son sens critique, de sa capacité d'interroger le monde. Il ne peut par conséquent espérer un voyage tranquille. En effet, lorsque Gide découvre la torture, la mise à mort effroyable que plusieurs indigènes ont subi à Bombio, avec la complicité d'officiels français et de représentants de la compagnie forestière, il ne peut plus garder le silence et on perd même le sommeil. Ces faits ayant lieu dans une colonie française, Gide a le sentiment que sa propre responsabilité est engagée. Il refuse de se réfugier, comme le font beaucoup d'autres Français, dans une attitude passive. Il refuse d'adopter une posture conciliante à l'égard du pouvoir central. Il ne me suffit, écrit-il, il ne me suffit pas de me dire, comme l'ont fait souvent d'autres, que les indigènes étaient plus malheureux encore avant l'occupation des Français. Nous avons assumé des responsabilités envers eux auxquelles nous n'avons pas le droit de nous soustraire. Désormais, une immense plainte m'habite, dit-il. Je sais des choses dont je ne puis pas prendre mon parti. Quel démon m'a poussé en Afrique? Qu'allais-je donc chercher dans ce pays? J'étais tranquille, à présent je sais, je dois parler. Conscient que le parcours est parsemé d'embûches, Gide entend lever le voile sur la face cachée d'un système où l'enchevêtrement des intérêts détermine le sort des indigènes. Circulerai-je jusqu'à présent entre des panneaux de mensonges, se demande-t-il. Je veux passer dans la coulisse, de l'autre côté du décor, connaître enfin ce qui se cache. Cela fut-il affreux? C'est cet affreux que je soupçonne, que je veux voir. Ce désir de découvrir les rouages de l'entreprise coloniale et des intérêts politiques et surtout économiques en jeu, Gide refuse de rester à côté, de se complaire dans les préjugés de sa nationalité. Un intellectuel, tel que le définit Edouard Saïd, est un être indépendant qui pose les questions qui dérangent, affronte l'orthodoxie, défend les oubliés et les laissés pour compte. C'est aussi un être qui, dans toutes les circonstances, parle vrai au pouvoir et refuse de rester confortablement à l'abri de la réalité des autres. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre Gide lorsqu'il affirme qu'il est habité, depuis son arrivée au Congo, d'une immense plainte qu'il voudrait communiquer au pouvoir central, quitte à se mettre sur le dos une partie de ses propres concitoyens et quelques-unes des grandes compagnies qui renflouaient les caisses de l'économie française. Si au fond Gide n'est pas contre le principe même de la colonisation, il a néanmoins la conviction que toute colonisation implique une responsabilité morale et légale du colonisateur vis-à-vis des colonisés. Ce sentiment de responsabilité le pousse à dénoncer les clichés racistes qui nourrissent et justifient la brutalité envers les colonisés. Contrairement à beaucoup de colons, Gide refuse d'accorder son approbation à une politique de contrainte et de haine volontairement violente contre l'indigène. Il pense qu'une colonisation douce et conciliante obtiendrait des résultats bien plus probants. Le problème ne réside pas dans l'indigène, mais dans la déficience de gestion de la plupart des responsables coloniaux qui, faute d'autorité naturelle, cherchent à régner par la terreur et poussent leurs administrés, harassés par des corvées interminables et des impôts surdimensionnés, à se révolter, voire à déserter leur village, préférant la vie dans la brousse. Au lieu d'apporter progrès et prospérité pour tous, la conquête coloniale menée de la sorte n'apporte que ruine, maladie et désordre. Si le journal de voyage de Gide est considéré dès sa première publication comme un brûlot anticolonialiste, c'est essentiellement parce qu'il dévoile le double visage de la colonisation française en Afrique équatoriale. D'un côté, une population indigène, réduite en esclavage, exploitée de manière agressive, obligée à accomplir un travail interminable, très misérablement rémunéré, souffrant de toutes les maladies de carence et de toutes les pénuries. De l'autre côté, une administration coloniale qui, par manque de personnel compétent, mène le pays à la déroute. Cette administration défaillante devient la complice des grandes concessions qui, au lieu de faire valoir le pays, l'ont exploité, ce qui n'est pas la même chose, dit Gide, saigné, pressuré comme une orange dont on va bientôt jeter la peau vide. Ayant constaté de visu la misère de la population locale, Gide rapporte plusieurs cruautés et exactions perpétrées contre les indigènes. La représentation crue du quotidien de la colonie provoque une réelle prise de conscience, voire un scandale en France, mais aussi une vive réaction de la compagnie forestière qui va s'attaquer à Gide
en cherchant à le discréditer, en le traitant de Don Quichotte écervelé qui combat des moulins à vent imaginaires. Si Gide prend la responsabilité de dénoncer les brutalités et les misères qu'il a observées, il reste néanmoins attentif à la culture indigène, surtout celle qui n'est pas encore adultérée par le contact avec le monde occidental. C'est là qu'intervient le rôle de Marc Allégret, son compagnon, qui tente d'immortaliser par l'image les différentes étapes du voyage en réservant des séquences entières aux activités quotidiennes des indigènes, à leurs jeux, à leurs festivités, à leurs danses guerrières et érotiques, à des scènes de chasse, de combat, de compétition, aux coutumes du mariage, au travail, dans les champs et sur le fleuve. Ce film documentaire, d'une durée approximative d'1h40, est titré « Scènes de la vie indigène en Afrique équatoriale » rapporté par André Gide et Marc Allégret. Contrairement au journal de Gide, où la portée critique et dénonciatrice est très forte, le documentaire passe sous silence les problèmes politiques de la colonisation et s'intéresse exclusivement à la dimension exotique, ethnographique du voyage. Et se termine par une phrase simple, parce que le film il est muet, donc on a des phrases comme ça écrites sur le retour à l'agitation européenne. C'est la dernière phrase qui apparaît dans le film, comme si la vie en Afrique équatoriale était une utopie de la vie tranquille et paisible. Dans son journal, Gide s'intéresse lui aussi à des scènes de danse, de chant, à l'architecture des indigènes, à leurs coutumes et à leur caractère. En parallèle, il ne cesse d'analyser ce qu'il décrit, exprimant tantôt son émerveillement devant la beauté d'un tissage ou le dégoût que lui inspire une coutume. Mais ce que Gide reproche surtout à son compagnon, Marc Allégret, c'est la facticité de son approche, notamment lorsqu'il fait répéter des danses et des scènes aux indigènes pour réaliser ses prises de vue. Cette mise en scène détruit son objet parce qu'il introduit la contrainte dans le naturel. À ce propos, Gide développe toute une réflexion sur le rapport entre la photographie et la représentation, qui est aussi une réflexion sur la littérature. Je cite un passage du Retour du Tchad. « Sans doute, il me paraît que ce qu'il y aura de mieux dans ces vues prises sera plutôt obtenu par un heureux hasard, des gestes, des attitudes sur lesquels précisément l'on ne comptait pas.